ça va poser des problèmes à beaucoup d'entreprises, puisque vous êtes, je citais mon exemple de boulangerie, je cite mon exemple d'entreprise, vous avez quelqu'un qui contracte la maladie, et puis tout d'un coup, tout le monde est cas contact. Donc, il faut fermer l'entreprise, il faut fermer la boulangerie, il faut fermer l'activité professionnelle. Et je ne sais pas qui peut payer, qui va payer. Et ça peut poser des problèmes extrêmement importants, Martin Blachier. Non, mais là, en fait, on est à un début d'épidémie. Sur ces virus-là, le contact tracing, ça marche J'espère que très, c'est pas très un bien. début d'épidémie, pardonnez-moi. Bah si, c'est un début de micro-épidémie, de cluster. Donc c'est déjà un virus qui se répand dans une toute petite communauté. Vous êtes trois qui est la personnes, communauté. il y a trois. Ah oui, vous appelez ça un début d'épidémie? C'est un tout début d'épidémie, comme vous voulez dire les choses autrement. Et donc, on essaye de contrôler effectivement la propagation de ce virus grâce à un contact tracing. Il se trouve qu'avec l'antivirus, ça marche très très bien. Ça marchait pas du tout avec le coronavirus parce qu'il était beaucoup trop rapide, beaucoup trop discret. Là, il n'est pas discret. Et en plus, souvent, les gens sont symptomatiques quand ils excrètent le virus. Donc tout ça, ça laisse à penser que le contact tracing marche très bien. On a de la chance parce que tous les pays ont pris la chose au sérieux. Aux États-Unis, tous les cas contacts sont enfermés dans un centre au Nebraska. Ça, vous êtes sûr de ça? Oui, tous les pays ont mis en place. Alors après, les pays se critiquent. Tous les cas contacts sont. Ils ont tous été rapatriés dans un centre spécialisé, dans un seul endroit aux États-Unis, et là se discutent ce qu'ils vont faire des cas si jamais il n'y a pas de symptômes au bout d'un certain temps. Et après, il y a un jeu politique parce que tout le monde se met à critiquer le CDC. Tous les gens qui étaient sur ce bateau sont aujourd'hui dans tracés. Les différents pays, sont isolés et sont tracés. Après, chaque personne qui a été en contact potentiellement avec un des cas du bateau va être identifiée et retirée de la circulation. On est dans un scénario maximaliste sur un protocole qui fonctionne très bien sur ce genre de virus. Donc, je dirais que la situation est sous contrôle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas potentiellement un cas secondaire qui sera trouvé ici ou là, parce qu'il y aura eu un raté dans le contact tracing, mais du coup on remettra en place le contact tracing à partir de ce cas-là, et c'est comme ça qu'on contrôle ce genre d'épidémie. Il y en a eu d'autres, et elles ont été contrôlées. Bon, je rappelle qu'il y a 5 personnes françaises qui ont séjourné à bord du navire MV Ondius. Elles sont placées en quarantaine à l'hôpital. Au départ, il y avait possibilité qu'elles sortent au bout de 8 jours, 15 jours, et d'autoconfinement avec déclaration sur l'honneur. Je crois que ça a été durci et qu'elles doivent rester à l'hôpital. Donc ces personnes sont à l'hôpital Bichat, dans votre hôpital. Alors, on garde à l'hôpital les personnes qui sont particulièrement susceptibles. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure... Non, mais il n'y en a que 5. C'est 5. Donc il y a celle qui est malade et les autres, les 4 autres ne sont pas malades. Non, rien du tout. Donc sont dans une chambre, à l'heure à laquelle je parle, sont dans une chambre de l'hôpital Bichat. Ouais. Bon, et elles n'ont rien. Non. Bon, et il reste combien de temps? 7 semaines. Dites non, c'est... 6 semaines, oui. pardon. 42 et ça, jours. c'est quoi? C'est une jours, obligation? Oui. Qui donne cette obligation d'ailleurs? Le décret. Le ministère de la Santé, un décret. Donc, et si elles sortent, elles... Ah non, ils ne sortiront pas. Oui, mais si elles veulent sortir... c'est une infraction. C'est une infraction demandée au magistrat. C'est un non-respect d'une règle. Donc dans ces cas-là, tu es soumis à la force publique. D'accord. Mais quand on vous interdit de prendre des Champs-Élysées parce que ce jour-là, non, mais j'entends bien, mais 6 semaines dans un hôpital, alors que tu as rien... Tu dois trouver le temps long. Mais je comprends cette procédure. Vous savez, il y avait des patients qui n'étaient même pas du tout sur le bateau, mais qui étaient quelque part entre Johannesburg, entre Sainte-Hélène et Johannesburg. Donc c'est vraiment à distance. On a considéré que ces gens-là avaient un risque. Ils avaient pu avoir, sans savoir, des contacts, et on les a considérés comme potentiellement atteints. Alors, une auditrice, Christiane est avec nous, elle habite Christine. Bonjour Christine, vous êtes infirmière libérale, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes inquiète? Pas du tout. Ah, tant mieux. Merci. Pas du tout, parce que je pense... Bah non, parce que... Attendez, on va se projeter 6 ans en arrière par rapport au Covid. Donc là, on doit être opérationnel à 300%. Avoir des masques à l'appel. Oui, mais on n'en a pour pas. Envisager... Ben voilà, c'est pour ça que ça me fait doucement rire. Parce que là, on est en train d'affoler tout le monde, là. Pour quelques cas, oui, je comprends, c'est important, il n'y a pas de souci, je l'entends. Mais logiquement, on devrait être sur le pied de guerre, prêt à faire feu, avoir anticipé les commandes de masques et en avoir sous la main, contrairement à ce qui a été fait pour le Covid il y a 6 ans. Mais là, on est en train de catastropher tout le monde. Pourquoi? Pas catastropher, inquiéter. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Voilà, s'il n'y avait pas eu le Covid, effectivement, il n'y aurait pas cette inquiétude. Mais quelle réponse le gouvernement apporte?
On va l'entendre dans une minute. Voilà. On va l'entendre. Mais alors, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce que selon vous, le gouvernement devrait dire et devrait faire, Christine ? Alors, moi, je pense que là, en fin de compte, il y a une façon de faire passer le message, je pense, qui n'est pas du tout appropriée. Quand on entend déjà 2 conférences de presse par Sébastien Lecornu par jour, déjà, les gens vont se dire, mais là, c'est dramatique. Qu'est-ce qui se passe ? On est en train de nous cacher des choses, et ainsi de suite. Déjà ça. Est-ce qu'on a bien besoin de savoir qu'il y a 2 conférences en face ? Oui, mais à ce moment-là, dans tous les cas, d'abord, c'est pas 2 conférences, c'est 2 réunions. Mais si le gouvernement ne fait rien, vous vous inquiétez. Si le gouvernement fait quelque chose, vous vous dites, tiens, il fait quelque chose. Donc, c'est très difficile, là, de prendre. Moi, j'ai envie de prendre la défense quand même de nos gouvernants, parce qu'ils sont présents, ils préviennent. La dernière fois, on leur a reproché de ne pas donner les infos. Là, ils prennent le maximum de principes de précaution. Ils communiquent, ils font une réunion, tout à l'heure, une conférence de presse. Que voulez-vous ? Je peux pas leur reprocher ça. Oui, non, mais j'entends bien. Ils vont essayer de rassurer, comme Martin Blachier rassure et comme le professeur Dombrovski rassure. En fait, le message médical, il est pour nous dire l'antavirus, c'est pas le coronavirus, ça se transmet pas facilement. C'est vrai qu'il n'y a pas de traitement. Ok, je suis d'accord, il n'y a pas de traitement de toute façon. Ça serait un peu inquiétant qu'il n'y ait pas de traitement. Mais ce que je retiens d'abord, c'est ça ne se transmet pas facilement. Voilà, c'est ça le message le plus fort. Ça ne se transmet pas facilement. Bon, c'est quand même très rassurant. Oui, mais pourquoi affoler les gens, justement ? C'est un argument de poids, ça. Mais c'est ce que vont dire les uns et les autres, j'imagine, ce qui va être dit dans la conférence. Je souhaiterais poser une question à nos 2 sachants. Oui. Imaginons, ce qu'on personne ne souhaite... C'est un peu péjoratif, sachant. Hein. Ah non, c'est un terme juridique. Oui, d'accord. Expert, un sachant, n'est-ce pas ? Un sachant, sachez. Je suis pas vexé. C'est un peu. Ah oui, et je sens que la question des sachants. Des sachants. Experts. Imaginons que nous découvrions une contamination en France, en Espagne, de quelqu'un qui n'a été ni sur le bateau, ni dans l'avion. Est-ce que ça changerait de fond en comble le protocole ? Non, en fait, ce qui se passerait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ferait une enquête de tous les gens qui ont été en contact avec cette personne-là, en prenant en compte la période d'incubation et l'enquête qu'on ferait sur tout le contact tracing. On mettrait les cas en isolement et on isolerait ce cas pour être sûr qu'on a isolé tous les cas potentiels qui ont émergé de ce cas-là. Le seul gros cluster qui a été étudié et qui a fait l'objet de publication, c'était, dont tout le monde en parle maintenant, mais un cluster en Amérique du Sud, donc en 2018. Et en fait, il y a une personne qui a contaminé 5 autres, c'est des personnes qui étaient assises à la même table, qui mangeaient avec cette personne-là. Donc ça reste des contacts relativement proches. Moi, c'est là il y a ambiguïté, parce que M. Dombrovski dit quasiment contact intime, bouche à bouche, millimètre, et vous dites à la même table. Ouais. C'était à la même table. Par exemple, est-ce qu'on est si quelqu'un avait l'antavirus à cette table, est-ce que je risque de l'avoir ? Voilà une question simple. La question pour nos dirigeants, c'est de savoir, en fonction de ce mode de contamination, quel est le potentiel d'expansion dans la population. Je rappelle que le Covid, vous pouviez avoir un gymnase, il y avait une personne qui était spreader, elle contaminait les 50 personnes qui étaient dans le gymnase. C'est complètement différent que quelqu'un qui passe plusieurs heures à table, alcoolisé dans une fête d'anniversaire. Là, par exemple, dans ce studio, si vous avez l'antavirus, est-ce que ma probabilité... Honnêtement, ces informations, je ne peux pas vous les donner, personne ne sait. C'est-à-dire le mode de contamination. Ce qu'on sait, c'est le type... Donc, vous savez pas le mode de contamination. On sait que ce n'est pas un aéroporté comme la grippe, ce n'est pas un aéroporté comme le SARS-CoV-2, ce n'est pas du VRS, ce n'est pas un virus respiratoire ultra contagieux. D'accord. C'est un antivirus qui a besoin de contacts beaucoup plus rapprochés. Il y a une transmission à l'homme, mais qui est certes moins. Le dîner. Pardonnez-moi, ce type de contamination, si vous faites un modèle mathématique, ce type de contamination ne suffit pas pour faire une pandémie populationnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Pour vous donner un exemple particulier, vous êtes content de la réponse des sachants ? Dans le vol qui allait à moitié. Dans le vol qui allait... Voilà l'autre moitié. Non, professeur Dombrovski. Il y a eu un vol qui a ramené une partie des passagers, un passager, entre Sainte-Hélène et Johannesburg. On n'était pas du tout à la descente du bateau. Mais il y a eu des escales, bon. Il y a eu un vol qui a été de Sainte-Hélène à Johannesburg. 8 personnes qui étaient non croisiéristes, par conséquent, se sont trouvées dans ce même vol. Eh bien, on les a identifiées comme cas contact
C'est la question que vous soulevez. D'un cas confirmé, on les a testés, mesurés, suivis. Ils n'avaient aucun signe qui puisse laisser présumer qu'ils étaient atteints et on les a purement La et conférence simplement de graciés. presse, je vous interromps. Bon, tout ça est quand même assez rassurant, disons-le. Mais c'est ces prochains jours qui vont être décisifs. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole, Laurent Tessier, parce que vous écoutiez cette conférence de presse? Les prises de parole s'enchaînent. Nous avons eu la directrice de Santé publique France qui a parlé de 11 cas confirmés dans le monde d'hantavirus. 11 cas confirmés dans le monde. Est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de s'exprimer? Là, c'est l'heure des questions-réponses des journalistes avec le professeur Yazdan Pana. Bon, moi, ce que je vous propose peut-être, c'est... J'écoute en même temps. Voilà, que vous écoutiez et que vous nous disiez ce qu'il y a de plus intéressant à retenir. Bon, c'est vrai que on se fait quand même une opinion à travers votre témoignage, à travers ce que dit Monsieur Blachier, à travers ce que dit Madame le ministre, que tout ça paraît un peu sous contrôle et en tout cas peut être rassurant. Je n'en démords pas. Quand j'entends que le bateau est arrivé le 10 mai à Tenerife, je me demande pourquoi à Tenerife, il n'est pas resté en sécurité absolue et comment on a pu, qui a pu prendre la décision, l'initiative de sortir tous ces gens et de les lancer dans la nature avec les cas contacts, parce qu'il y avait les 22 cas contacts, autrement, ils n'auraient pas existé. C'est déjà une nouvelle qu'on ait retrouvé les 22, Oui, puisque tout à hier, fait. on en avait retrouvé 14. Donc, déjà, en 24 heures, Tout les à 22 fait. ont été testés, comme l'a dit à l'instant la ministre. Moi, après, je note quand même, ça fait 24 heures qu'on est avec des professeurs, des docteurs, des médecins. Ils disent pas tous exactement la même chose. Le docteur Hamon ne dit pas la même chose que le docteur Millot. Vous ne dites pas la même chose que la ministre de la Santé. Pourquoi vous dites ça? Par exemple, sur des points précis, sur la mortalité, on a eu un bon échange là entre Martin Blachier et vous. Vous n'étiez pas d'accord sur le taux de mortalité. Ensuite, Brigitte Millot dit on n'a rien retiré du Covid avec ce que vous disiez, Pascal, avec le rapatriement donc de ces Français et même des autres à travers le monde. Le docteur Hamon trouvait ça parfaitement normal de les avoir rapatriés hier. Donc ça fait déjà deux Oui, mais alors, différences. attendez, Et ensuite, sur les cas contacts. Ça dépend. Est-ce que M. Hamon trouvait ça normal pour pour des raisons humaines, j'ai envie de dire? C'est ce que disait. C'était Non, la même position médicale. C'était la position d'Olivier Guénec hier, souvenez-vous. Voilà, il disait, ces gens-là, faut s'en occuper, on les laisse pas pendant un mois ou un mois et demi sur un bateau. Et sur le plan médical, moi, ça me paraît évident. Enfin, je vais pas répéter tout ce que je dis depuis 2 jours. Moi, Georges Fenech. je réfléchis à ce que l'hypothèse du bateau qu'on l'aurait effectivement maintenu. Qui aurait pu prendre cette décision? C'est la question que vous posez. Le bateau, il arrive où? Il arrive à Tenerife. Tenerife, c'est espagnol. Donc c'est l'autorité espagnole Donc qui avait on n'a rien retenu du monde c'est du Covid. l'autorité Ça veut dire espagnole que- qui avait le pouvoir Donc ça veut de dire décider. Donc ça veut dire, moi ce que je retiens simplement, c'est on sort d'une pandémie mondiale qui a mis le monde à genoux. Je comprends, et M. Zambrowski me convainc plutôt qu'on n'est pas dans le même cas, qu'il n'y a pas de possibilité. Bon. Mais une petite précaution, quand on parle toujours du principe de précaution, ne m'aurait pas gêné plus que cela. C'est tout. Mais ça Et dépendait j'aurais pas de aimé. nous. Ça dépendait pas de nous. Ça J'aurais- dépendait mais de ça, l'Espagne. alors qu'on ne nous dise pas qu'on apprend du Covid. Voilà, qu'on ne nous dise pas que ça ne se reproduira plus. C'est-à-dire que là, on a un cas de figure, un cas d'école, où les gouvernements du monde entier auraient pu s'appeler et se dire attention, attention, attention. C'est-à-dire président des États-Unis, président français, président de l'Occident, de Ou tout. déjà au moins au niveau de Bon, l'Europe. et ça ne s'est pas fait, c'est tout. peux Monsieur poser une Zambrowski. question Non, Oui, le- je vous en prie. Posez une question et après, Monsieur Zambrowski. Oui, alors moi, je m'adresse Sabrina à vous, Medjeber. docteur, en tant que citoyenne. Je vois que c'est une maladie qui est l'émanation d'un rat. Tout à l'heure, vous parliez d'une souche spécifique concernant une catégorie spécifique de rongeurs. Est-ce que vous pourriez affirmer, par exemple, pour les Parisiens qui vivent avec près de 6 millions de rats dans la ville, que non mais je vous assure que c'est une inquiétude, Il Pascal. manquait plus que ça. Bah oui, non mais la raison. leptospirose, donc l'urine du rat, est également vecteur ou vectrice, de maladies transmissibles à l'homme. Est-ce que les Parisiens qui côtoient 6 millions de rats ont des raisons de s'inquiéter? A priori, non. Mais vous m'entendrez souvent dire a priori non. Ça veut dire que le rat parisien n'est pas le même que le rat des marais infestés de l'Amérique latine. De même que mais la médecine se nourrit des exceptions. Ce que votre médecin généraliste habituel a appris, ou votre gynécologue habituel a appris, c'est 99% des cas. Mais il reste le 0, quelque chose % des cas qui fait l'exception.
celle-là, on ne la maîtrise pas. Et c'est pour ça que vous n'entendrez aucun d'entre nous, ni le confrère qui était là tout à l'heure, ni moi, ni personne, vous dire ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Néanmoins, c'est tellement exceptionnel qu'il se trouve que ça n'arrive pas. Sauf que Philippe est là, Philippe qui habite le Loiret. Bonjour Philippe. Bonjour. On a beaucoup d'auditeurs aujourd'hui parce que l'inquiétude est grande et les questions sont possibles. Donc, quelles questions avez-vous envie de poser à M. Zambrowski ? Moi, j'ai pas vraiment des questions, envie de poser des questions. J'ai la sensation extrêmement désagréable qu'on fait des caisses autour de cet hantavirus et je ne trouve pas ça spécifiquement justifié. On est en train de créer un climat anxiogène. Je pense que les Français ont suffisamment d'emmerdements à la date d'aujourd'hui avec les guerres, le prix de l'essence, le pouvoir d'achat qui est dans une galère incroyable. On s'est pris le Covid il y a quelques années et là on a une sensation très désagréable parce que c'est extrêmement médiatisé et politisé de repartir dans un truc un peu similaire. Et honnêtement, au vu du nombre de cas, je ne suis pas ni médecin ni un spécialiste de quoi que ce soit, mais de par mon vécu, je pense qu'on est dans quelque chose qui crée une anxiété qui n'est pas utile. Voilà. J'espère que vous avez raison. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'espère que vous avez raison. Mais bon, ça fait 2 jours en même temps. Ça fait 2 jours. Là, mais 2 jours, on n'entend plus que ça. C'est-à-dire que là, même la guerre, on n'en entend plus parler. Le prix de l'essence, on n'en entend plus parler. Il n'y a plus rien. C'est l'hantavirus. Bon, on a l'impression que les politiques et les médias veulent noyer le poisson. Et honnêtement, c'est extrêmement désagréable. Non, on ne veut pas noyer le poisson. Ça voudrait dire quoi ? Non, parce que moi, je ne veux pas noyer le poisson. D'abord, j'ai pas de poisson. Et d'imaginer que nous parlions de ça pour pas parler des difficultés françaises ou de l'essence ou de la guerre, non, il n'y a pas d'analyse entre guillemets complotiste à avoir là-dessus. Monsieur Zambrowski. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'on reprocherait à ceux qui sont au pouvoir, administratif et politique, de ne pas avoir négligé le début d'une potentielle crise. Maintenant, là où notre auditeur a particulièrement raison, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de point commun entre le Covid et ça, sauf que c'est un virus, mais c'est pas du tout le même virus, pas du tout le même mode de propagation, mais on en voudrait à ce gouvernement qui essaie de préparer l'échéance électorale de l'année prochaine, d'avoir négligé, d'avoir dit vous inquiétez pas, c'est pas grave, et de les avoir envoyés chez eux. Donc on en parle, donc puisqu'on en parle, vous en parlez, et c'est naturel, et vous me demandez de venir en parler. C'est difficile. Moi je ne suis pas inquiet, et le monde médical n'est pas inquiet. Néanmoins, l'exception est là pour confirmer les règles, et le cas échéant, on fera face, comme on a essayé de faire face au Covid. Pas plus, pas moins. Jean-Jacques Zambrowski, qui est professeur de médecine, je le rappelle, qui est avec nous depuis 16 heures. Philippe, j'entends ce que vous dites, mais c'est vraiment difficile aujourd'hui d'être homme politique. Parce que si vous ne parlez pas de cela, on peut vous dire, vous ne prenez pas la mesure et vous n'êtes pas à l'écoute. Si vous en parlez trop, vous dites, vous affolez les gens alors que c'est rien du tout. Trouvez le bon curseur. Quand dans une position de début d'épidémie, le mot épidémie d'ailleurs n'est pas adapté puisqu'il n'y a que quelques cas. Après ce qui s'est passé au Covid, moi j'interprète ça effectivement comme de la politique, comme de la communication, ce que fait le gouvernement et comme le minimum que doit faire un gouvernement après le Covid et dans la situation que nous connaissons. Et je lui jette pas forcément la pierre, Philippe. Moi, je pense que les politiques payent un peu justement tout ce qui s'est passé au cours du Covid. Et le fait d'avoir eu cette histoire du Covid, avec ce que ça a généré, avec toutes ces interdictions, ces privations de liberté et autres, les gens entendant parler de ça, tout de suite le rapprochement il est fait, même si effectivement on n'est pas du tout dans la même chose. Et comprenez bien que quelque part, les gens ont un minimum de mémoire, et ça, je pense que ça passera pas du tout comme le Covid a pu passer. Merci en tout cas Philippe, vous habitez dans le Loiret, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis retraité maintenant, j'ai cette chance de vous avez une voix jeune de mon temps. Vous avez une voix jeune et puis vous avez de la chance d'être retraité, parce que je suis pas sûr que nous le soyons un jour, chers camarades. J'allais vous le dire, mais bon voilà. Donc, vous avez une bonne retraite ? De profiter du temps. Vous avez pas une très grosse retraite, non, une petite retraite. Je suis un petit retraité. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie ? J'étais agent de voyage en fait. Agent de voyage, donc vous avez quoi, 2000 € de retraite ? Ah non, beaucoup moins, je suis à 1 500 € de retraite par mois. 1 500 € net ? Ouais, donc vous voyez, on en parle, moi j'en parle extrêmement librement parce qu'il n'y a rien à cacher, je pense, dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des toutes petites retraites alors qu'ils ont bossé énormément. Vous avez bossé combien de temps ?
J'ai bossé 42 ans, j'ai démarré à 49 heures par semaine, j'ai jamais eu de RTT, enfin voilà, j'ai toujours travaillé beaucoup plus que les 35 heures, et la retraite elle est à 1500 balles, quoi. Bon, vous aviez pu acheter votre maison ou votre appartement ? Heureusement, c'est la seule chose qui fait qu'on peut vivre avec 1500 balles par mois. Vous êtes en couple ? Votre épouse a peut-être travaillé ? Oui, tout à fait. Non, on est en couple et tous les deux retraités. Oui, tous les deux retraités. Elle était dans le monde médical, elle était aide-soignante et nous sommes au même montant de retraite l'un et l'autre. Donc vous avez 3 000 € de net pour vivre avec effectivement une maison qui est achetée. Une maison qui est achetée heureusement et c'est ça qui fait qu'on arrive à s'en sortir et voilà, même si c'est pas toujours facile, j'imagine. Mais c'est jouable. Bon, écoutez, merci en tout cas de ce témoignage. Vous avez des enfants peut-être qu'il faut aider ou des petits-enfants dans ces cas-là Non, j'ai pas de chance aussi qu'ils sont tous autonomes, qu'ils ont tous un boulot et voilà. Je suis tombé sur une génération qui a été une génération de bosseurs, donc on s'en sort pas mal. Qu'est-ce qu'ils font vos enfants ? Écoutez, j'en ai un qui travaille dans l'informatique, j'en ai un autre qui est tatoueur, et puis j'en ai une qui s'occupe des mamans qui ont des soucis pour élever les enfants et autres, voilà. Donc les trois travaillent et les trois ont trouvé leur place dans la société. Tout à fait. Donc à ce niveau-là, on est gâtés, on est servis et tout va bien. Oui, mais on récolte ce qu'on a semé. Et on a dans le son de votre voix, je vois l'énergie et peut-être une forme de bonheur de vie parce que c'est aussi... moto, Pascal, la moto. Mais bien non, mais c'est important c'est drôle parce que vous voyez, j'avais vu votre voix, je pensais pas que vous aviez cet âge-là, mais au fond, c'est une vie qui, dans beaucoup est positive parce que l'important quand ces trois enfants sont en place, travaillent, ont trouvé leur place dans la société, c'est très très important, bien sûr. Merci Philippe. Bien sûr, non. Je vous en prie, je vous souhaite une agréable journée ainsi qu'à toute l'équipe. Merci de cette énergie et de cette bienveillance qu'on sent à l'antenne. Merci beaucoup. Faut vraiment que nous ayons des auditeurs, parce que c'est formidable les auditeurs. En fait, c'est simple à dire, mais vous voyez ce témoignage de Philippe, il est vraiment très intéressant. Il est rafraîchissant. Oui, mais il est représentatif. Absolument. Et puis après d'écouter les uns et les autres sur la vie qu'ils ont, ça nous rappelle une émission que nous faisions à l'époque lorsque vous m'appeliez ami, Olivier. Tout à fait, non, c'est vrai. Il parle plus aujourd'hui, Olivier Guélec. Je ne sais pas ce qu'il a. Vous l'impressionnez, Monsieur Dombrowski. Sûrement. Bon, je vais vous remercier parce que vous avez été formidable. C'était un plaisir d'être avec vous. Vous êtes toujours en place, évidemment, à Bichat ? Eh oui, on a du mal à décrocher complètement. Mais oui, je vois ça. Vous savez, quand on décide de soigner les autres, c'est une vocation, comme un prêtre reste un prêtre même s'il n'est pas affecté à une paroisse, ou comme un boulanger reste un boulanger même s'il cède sa boulangerie. C'est s'occuper des autres, c'est peut-être parce qu'on s'intéresse aux autres plutôt qu'à soi. Oui. Écoutez, merci. C'est souvent ce que je dis à Gauthier Lebret. C'est un peu la vocation de ceux qui parlent aussi aux gens à l'antenne. C'est une vocation. Oui. Donc forcément, on l'a souvent. Et c'est un plaisir, en tout cas, d'être avec vous, Monsieur Dombrowski. Non, mais vraiment, c'est un plaisir. Et puis de vous écouter et puis d'être quand même, disons-le, rassuré. Vous êtes quand même un peu rassuré autour de la table. Dites-moi les uns des autres. Non, je fais plus confiance aux soignants depuis 2020. Mais vous faites confiance à M. Dombrowski, mais vous faites confiance à personne. C'est une bonne manière d'avancer dans la vie. Il faut quand même un peu donner sa confiance. Moi, je suis plus naïf que vous. Moi, j'ai trop haut dans l'oreille les mêmes soignants, pas vous en particulier évidemment, qui venaient nous dire qu'il n'y avait aucun risque, que le Covid était une grippette, qu'il n'y avait aucun risque, etc. Voilà, j'attends de voir. Je trouve qu'on a la meilleure médecine du monde. Merci de cette intervention. Vous avez bien conclu l'affaire. Merci. Je pense, vraiment. Oui. Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Les meilleurs bancs solaires aussi, visiblement. Bien sûr. Merci. Les meilleurs quoi ? Bancs solaires. J'ai mis de la crème. Ah oui, il a une mine incroyable. Vous êtes beau comme tout, genre. Je suis naturellement bronzé. Donc, vous faites pas un peu des bancs solaires de temps en temps pour entretenir ? J'ai mis même de la crème pour éviter de trop bronzer et ne pas vous indisposer. Bien sûr. N'est-ce pas, il a dit. Quand je pense que vous allez dans des endroits paradisiaques avec l'argent d'Europe 1, ça me fait de la peine. Il est 17h27. Ça comme nous tous. Dans des endroits paradisiaques, pas forcément. Mais... Il est 17h27.